Donc, bonjour à tous, à vous tous, à tout le monde. Merci beaucoup d'être connectés donc, pour ce webinaire de mai. Donc, le troisième, on va dire, en ligne qui a pour thématique donc, la protection, comment protéger les capacités productives et la santé des sols. Donc, thématique assez large, mais très intéressante. Et avant de commencer juste de rentrer dans le détail, je voudrais juste prendre 2 minutes pour présenter aux personnes extérieures qui connaissent pas forcément Robagri, qui viennent juste consulter, visionner le webinaire. Mais ce qu'on est rapidement, donc Robagri, donc c'est l'association de la robotique agricole. On est là pour fédérer et aider les différents acteurs de la filière robotique agricole en France à développer, réseauter et créer tout un ensemble, une communauté autour de la robotique agricole. Donc on est là pour produire ensemble des connaissances, comme ce webinaire-là, mais également pour lancer des projets de recherche et animer tout un réseau sur différents salons ou événements ou également en ligne. Donc, c'est les grandes lignes de Robagri. Et Robagri porte également le grand défi de la robotique agricole. Donc, c'est un plan qui est là pour justement financer différents projets de recherche et qui est sous la grosse tutelle, on va dire, de France 2030. Donc, c'est un grand programme, comme il y a aussi le grand défi de contrôle, il y a aussi le grand défi de la robotique agricole. Très rapidement, donc, ce groupe de travail, pour préciser, donc, c'est vraiment, on a voulu créer avec Christiane un lieu d'échange, et justement un lieu d'interface entre les différents corps de métier, que ce soit des agronomes, des écologues, des roboticiens, les différents instituts techniques qui représentent les filières de production, et qui, dans ce groupe, voilà, qui est là pour identifier des pratiques agroécologiques et qui sont innovantes, et voir quels besoins elles ont, ou quels points, quels verrous, quels points de blocage elles rencontrent, et où la robotique peut apporter une solution, entre autres, pour justement lever ce verrou ou pour réaliser, on va dire, ce besoin et pour mettre en place ces pratiques concrètement sur le terrain. Donc, l'idée, c'est également de créer du lien entre les différents corps de métier, également les différents écosystèmes, que ce soit les projets Parsada, les différents PEPA, etc., et autres projets en cours. Et pour cela, donc, nous avons signé il y a quelques mois maintenant un partenariat avec l'INRAE, qui est là pour justement une sorte de créer une collaboration entre Robagri et l'INRAE pour maximiser, on va dire, cet écosystème, faire connaître P1, animer P1 et créer un lieu d'échange qui soit encore plus grand et dédié à la recherche en amont et de rupture. Voilà pour ces quelques mots introductifs. Donc, aujourd'hui, nous allons accueillir deux intervenants. Donc, un premier intervenant qui est Lionel Rangard, donc, qui est chercheur à INRAE à l'UMR Agroécologie à Dijon et qui va nous présenter ses différents travaux sur l'impact des pratiques sur la biodiversité du sol, donc une thématique très intéressante et très large. Et dans un premier temps, suivi de l'intervention de Diane Mazur, donc, qui est agricultrice et qui est vice-présidente de l'APAD, donc l'APAD qui est l'Association pour la promotion d'une agriculture durable, et qui va donc nous présenter son système et ses différentes pratiques et problématiques qu'elle rencontre tous les jours sur le terrain. C'est bon pour vous, Lionel, je vous laisse la main pour commencer donc à présenter. Oui, merci, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de repartager mon écran, prêt à présenter. Hop, ça marchait tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. En mode diaporama? Oui. Très bien. Tout à fait. Eh bien, merci. Oui, donc moi, je m'appelle... Alors, attendez, masquer, parce que j'ai un petit truc qui peut gêner un peu. Voilà. Je m'appelle Lionel Rangard, donc comme ça a été dit, je suis chercheur à l'UMR Agroécologie. Alors, ma formation, c'est pas dans l'agroécologie, c'est l'écologie. Donc, je suis écologue de formation. Je suis rentré à l'INRA il y a maintenant à peu près 25 ans pour faire de l'écologie des sols. C'est aussi ma spécialité, même de l'écologie microbienne. On en aura l'occasion de voir tout de suite après. Et bien sûr, au niveau des sols agricoles, donc dans le but d'évaluer les systèmes de production et les itinéraires techniques associés à ces systèmes de production sur la biologie des sols, la biodiversité. Et j'ai intitulé ma conférence, je me rappelle plus ce qu'on avait dit comme titre, mais du coup, je l'ai intitulé La santé des sols au service des productions végétales, parce que je voulais rentrer un petit peu justement sur cette notion de santé des sols, hein, qui est un terme, on va dire, qui émane un peu du monde politique et même du monde politique européen, sur une seule santé, le One Health, santé des écosystèmes, santé humaine, santé animale. Et donc, la santé des sols, c'est quoi? C'est la capacité d'un sol à fonctionner correctement sur le long terme et à fournir les services écosystémiques. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez général, d'assez global, et qui est relativement dur à mesurer, la santé des sols, parce que les fameux services écosystémiques sont relativement durs à mesurer, mais il y a des choses qui sont assez plus simples et plus abordables pour mesurer cette santé des sols, c'est la qualité. C'est-à-dire que la santé des sols, elle est représentée aussi par un triptyque d'une qualité chimique,
pH, réserve en nutriments, salinité, d'une qualité physique, je ne sais pas si vous voyez ma souris, structure, porosité, aération, réserve en eau. Donc ça, ce sont des paramètres agronomiques qu'on connaît bien dans le monde agricole et dans le monde de l'agronomie, qui servent globalement à regarder la qualité agronomique ou physico-chimique du sol. Et puis ce qui arrive un petit peu ces dernières années en termes de production de connaissances et d'outils, c'est la qualité biologique, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire mesurer l'abondance et la diversité et aussi l'activité des organismes vivants dans le sol. Et ces organismes vivants, on les a un peu sous-estimés jusqu'à récemment. Ils sont très nombreux, très diversifiés et portent des fonctions très importantes, notamment pour les productions agricoles. Alors, avant de rentrer dans la notion de qualité biologique, j'aimerais reprendre cette planche de la FAO qui résume un peu les grands services écosystémiques justement rendus par les sols. Alors, il y a trois grands types de services. Ceux qui sont entourés de rouge, ce sont les services de fourniture, d'approvisionnement. Le sol va fournir des aliments, des fibres, des combustibles, des éléments nutritifs, des habitats pour une multitude d'organismes, on aura l'occasion de voir après, des composants pharmaceutiques, un fondement bien sûr pour les infrastructures et des matériaux de construction. Donc le sol va fournir des éléments pour ces fameux et rendre des services écosystémiques, services qui sont pour le bien-être et le développement de sociétés humaines. Et puis en jaune, vous avez les services de régulation. Alors bien sûr, quand on parle de régulation, aujourd'hui, tout de suite, on pense à changement climatique, régulation des changements du climat. Donc elle est là, mais bien sûr, cette régulation, elle dépend aussi de notre capacité à séquestrer du carbone dans le sol. Le sol doit être un puits de carbone, et ça peut être un puits très important, bien plus important que l'atmosphère. Et donc à ce titre, si on stocke du carbone au niveau du sol, et notamment du carbone organique, on va baisser le carbone dans l'atmosphère, et notamment le CO2, donc on va réguler le climat. Et là, on compte énormément sur les sols agricoles et sur le monde agricole pour augmenter son taux de carbone dans les sols, qui, il faut le dire, depuis un siècle, a quand même relativement baissé au détriment des engrais chimiques. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le cycle de l'eau en termes de purification et de régulation des crues. Le sol est un filtre environnemental qui purifie l'eau quand elle arrive à la surface du sol polluée ou qu'elle se pollue à la surface du sol. Et le sol va les purifier jusqu'aux nappes profondes, qui sont souvent des sources de captage. Et puis, en termes de régulation des crues, quand le sol est perméable, l'eau va percoler au niveau des sols et non pas rester en surface, c'est-à-dire des problèmes d'inondation, de coulées de boue, etc., qu'on connaît aussi beaucoup avec des épisodes de changement climatique qui sont de plus en plus exacerbés. Donc voilà ces grands services. Et puis le troisième type de service, c'est un service de patrimoine culturel. Voilà, le sol est la mémoire de nos civilisations. Dès qu'on gratte un petit peu dans le sol à certains endroits, on trouve des vestiges des civilisations passées. Donc le sol est une sorte d'histoire, de mémoire historique et culturelle de nos civilisations. Voilà les grands services portés par le sol, et c'est important de les redéfinir, parce que le sol est une matrice très importante. On dit que 95% de nos aliments proviennent du sol, et c'est vrai, de façon directe ou indirecte. Et si le sol est capable de rendre ces grands services, c'est parce qu'en fait, il est un réservoir de biodiversité. Ici, vous avez une planche qui résume un peu schématiquement les différents types d'organismes que l'on peut trouver au niveau du sol. Alors, des plus petits à gauche jusqu'aux plus gros, donc des invisibles, micro-organismes, bactéries, champignons, de l'ordre du micromètre, à dizaines de micromètres. Ça, c'est ma spécialité, l'écologie microbienne des sols, donc c'est là-dessus que je focaliserai par la suite. Puis après, donc vous arrivez dans la microfaune avec des choses un peu plus grosses, centaines de micromètres, c'est toujours invisible, mais voilà. Donc des protozoaires, des nématodes. Les nématodes, on les connaît bien en agriculture parce que souvent, certains, pas tous, et même la minorité, sont des pathogènes de plantes ou même des vecteurs de certaines maladies, notamment pour la vigne. Après, vous avez la mésofaune, donc là, on commence à arriver dans le visible avec les colamboles, les acariens, les anticréides, et puis après la macrofaune avec bien sûr le ver de terre. Tout le monde connaît le ver de terre, c'est la star des organismes du sol. Et dans le monde agricole, on connaît très bien les vers de terre parce que c'est un indicateur biologique que l'on utilise, que l'on observe, que l'on identifie depuis plusieurs décennies sur ces parcelles. Et ça donne une idée d'une certaine qualité biologique, mais vous voyez que le ver de terre n'est pas le seul organisme du sol. Donc si on veut avoir une idée plus complète de la qualité biologique du sol, il faut faire un peu plus d'organismes que le ver de terre. Et puis après, plus on augmente, bien sûr les gastéropodes, les mammifères fouisseurs, et puis bien sûr la plante. La plante est un organisme du sol, notamment par l'ancrage de ses racines au niveau du sol. Quelques chiffres par rapport à ça. Si on regarde rien que les bactéries, c'est plusieurs milliards d'individus par gramme de sol. Dans un seul gramme de sol, c'est pas grand-chose, on peut avoir plusieurs milliards de bactéries en quantité et plusieurs millions d'espèces. Si on regarde les vers de terre, ça peut être plusieurs tonnes de vers de terre par hectare. Et si on regarde toute la faune, micro, méso et macrofaune, ça peut aller jusqu'à 10 000 espèces par mètre carré. Alors, ça, ce sont des chiffres globalement assez moyens, qu'on peut trouver bien sûr dans des sols, on va dire, d'écosystèmes naturels ou semi-naturels, mais aussi dans des sols agricoles, à partir du moment où les pratiques, et on le verra par la suite, ne sont pas trop agressives. Cette diversité dans le sol, elle est tellement importante qu'on estime aujourd'hui, et ça c'est des chiffres assez récents qui ont été revisités dernièrement par des méta-analyses scientifiques internationales,
que le sol héberge 50%, 59%, donc presque 2 tiers de la biodiversité totale de notre planète. Donc c'est énorme, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sol est le principal réservoir de biodiversité de notre planète. C'est lui le réservoir de biodiversité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger les autres réservoirs, hein, comme le compartiment aérien ou les compartiments aquatiques, océaniques, etc. Mais le gros de la biodiversité, il est au niveau du sol, et donc à ce titre, le sol porte des fonctions très complexes et très importantes, notamment pour le fonctionnement global de l'écosystème, mais aussi de nos sociétés. Alors, si je mets ce beau ciel étoilé, c'est pas parce qu'il est l'heure de faire la sieste, même si c'est un peu le cas avec cette chaleur, c'est parce que Hubert Reeves disait, on va passer là au patrimoine microbiologique, il y avait plus de micro-organismes dans 1 mètre carré de sol que d'étoiles dans le ciel. Alors, c'était pas un chiffre très précis, une estimation très précise, mais il a raison. Et si je reprends les chiffres, eh ben, en termes de bactéries, organismes unicellulaires prokaryotiques, on peut avoir plusieurs milliards d'individus par gramme de sol, ce qui n'est même pas une cuillère à café, hein, et des millions d'espèces aussi dans ces milliards d'individus. Ça, c'est pour les bactéries, et dans les micro-organismes, on a aussi les champignons. Alors, quand on parle de champignons, c'est les champignons microscopiques sous forme de filaments microscopiques, hein. Les fructifications sous forme de carpophores qu'on voit à la surface, en France, ça représente 6% de la diversité des champignons. Donc, c'est un tout petit bout des champignons. Le gros de la communauté de champignons, elle est dans le sol sous forme de filaments microscopiques. Et là, on a, par gramme de sol, des millions d'individus et des milliers à des dizaines de milliers d'espèces. Les champignons sont un peu plus gros, donc on en met un peu moins dans un gramme de sol. Et en fait, si on a autant de micro-organismes et s'ils sont autant diversifiés, c'est que les micro-organismes sont à la base de grandes fonctions qui amènent à des services, hein. Et si on doit retenir une seule fonction portée par les micro-organismes, d'ailleurs, ce sont les seuls à pouvoir faire cette fonction, c'est la minéralisation de la matière organique. C'est-à-dire les bactéries et les champignons sont les seuls organismes à pouvoir transformer la matière organique du sol en éléments minéraux. Et ça, c'est très important parce qu'en agriculture, on a tendance, et c'est vertueux, à mettre de plus en plus de matière organique au niveau des sols. Et si cette matière organique ne se transforme pas en matière minérale par des processus de minéralisation portés par les micro-organismes, vous n'avez pas de fourniture d'azote minéral, de phosphore minéral, de soufre, etc. Tous les éléments nutritifs à la plante, parce que la plante se nourrit de matière minérale et non pas de matière organique. Donc, ce processus de minéralisation de la matière organique, il est très important pour les notions de fertilité du sol. Les micro-organismes, on parle toujours des vers de terre qui sont des laboureurs, qui font des galeries, qui aèrent le sol, mais ceux qui font la structure du sol, c'est-à-dire les agrégats, avec les micro-agrégats et les macro-agrégats, donc toute la porosité du sol, la stabilité structurelle, ce sont les micro-organismes qui vont construire des agrégats. Les bactéries vont construire des micro-agrégats, les champignons des macro-agrégats, et tout ça va faire la structure du sol, et donc la porosité, la capacité d'aération et d'enracinement aussi au niveau du sol. Donc cette structuration, elle est biogénique. Et puis ces micro-organismes sont aussi impliqués dans les processus de dépollution. Ils sont capables de muter très facilement, d'avoir une plasticité génétique qui les adapte même à des molécules toxiques, même à des molécules toxiques qui n'existent pas dans la nature, comme à la bonne époque des années 70-80 où on mettait des pesticides qui n'étaient pas de mimétique naturelle pour qu'ils restent longtemps et qu'ils soient efficaces longtemps. Aujourd'hui, on a un peu revisité notre copie, heureusement. Et bien, les micro-organismes se sont adaptés pour quand même les dégrader. Ça met un peu plus longtemps, mais ils arrivent à les dégrader. Et puis, on parle aussi de micro-organismes pathogènes, hein. Les bactéries champignons dans le monde agricole sont souvent connus par leur prisme de pathogènes, mais il y en a aussi des antagonistes de ces pathogènes, et depuis 20-30 ans, au début on parlait de biologique, maintenant de biocontrôle, on essaye de trouver des solutions biologiques d'organismes, notamment micro-organismes, qui soient capables de combattre des pathogènes d'autres micro-organismes ou des insectes ou d'autres vecteurs de maladies. Voilà les grandes fonctions portées par les micro-organismes. Et au niveau du laboratoire, depuis une quinzaine d'années, on mène des expérimentations sur le lien entre la diversité microbienne d'un sol et les capacités de fonctionnement de ce sol. Et l'avantage des micro-organismes, alors ils sont nombreux, diversifiés, donc ça c'est complexe, mais on peut les manipuler. Et donc au niveau d'un même sol, on peut réduire la biodiversité microbienne d'un sol. Et c'est ce qu'on a fait sur différents types de sols. On a réduit, par exemple, de 30% la diversité microbienne d'un sol. Donc quand on réduit de 30%, il reste encore des centaines de milliers d'espèces différentes, hein. Si on dit qu'on a 1 million d'espèces, il reste encore 700 000 espèces, si on fait une règle de 3 un peu basique. Et, ben, si on baisse, et donc, ça veut dire qu'il y a une certaine redondance qui peut s'exprimer et que les fonctions maintiennent. Si on baisse de 30% la diversité microbienne d'un sol, on a démontré qu'on baissait de 40% la capacité de minéralisation de la matière organique au niveau de ce sol. Donc, on a une grosse perte de fertilité naturelle du sol par la minéralisation de la matière organique. On baisse de 50% la productivité végétale, donc ça a été démontré sur du trèfle, sur du blé, sur de la luzerne, bon, c'est comme le trèfle, et puis plus récemment sur des lentilles, des tomates, etc. C'est-à-dire qu'on a une perte de productivité végétale, et en fait, on a un retard de croissance dans les premières phases végétatives de la plante. Si en processus de sécheresse, ce qui arrive de plus en plus couramment dans nos régions,
On n'a pas une meilleure résistance de la plante quand il y a plus de diversité microbienne, mais on a une meilleure récupération quand les conditions d'humidité reviennent de la plante. Si elle n'est pas morte, bien sûr, après la sécheresse, eh ben, la plante récupère mieux s'il y a plus de diversité microbienne au niveau du sol. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut appeler la fertilité biologique. Et puis en termes de fertilité physique, si on perd 30% de la diversité microbienne d'un sol, on va baisser, on va perdre 30%, 50% de la stabilité structurelle d'un sol. Donc la capacité du sol à faire de l'agrégation, à être aéré, à avoir une bonne réserve hydrique aussi, hein, une réserve utile ou un bon enracinement des sols. Et puis bien sûr, une capacité à résister à l'érosion et au tassement. Et puis enfin, dernière fonction qu'on a mesurée, ce qu'on appelle l'état sanitaire, c'est la capacité du sol à faire un état, une barrière, un effet barrière aux pathogènes, aux micro-organismes exogènes. Là, on a implanté un organisme qui s'appelle Listeria monocytogenes à 10 millions de cellules par gramme de sol. Listeria monocytogenes, c'est un pathogène humain qui n'existe pas dans le sol. Ce que l'on démontre, c'est qu'on a un sol en fait qui est relativement bien biodiversifié avec sa biodiversité initiale. Ça, c'est le temps d'incubation du sol. Listeria diminue, disparaît au bout de 7 jours. Si on enlève 30% de la diversité microbienne, il disparaît au bout de 15 jours. Et si on enlève 50% de la diversité microbienne, il disparaît avec plus de 20 jours. C'est un peu comme un tube digestif dans lequel vous avez une flore qui va vous protéger contre toute agression externe et notamment organismes exogènes potentiellement pathogènes. Vous avez un effet barrière. Ben, c'est pareil au niveau du sol. Si la biodiversité est à son optimum, toutes les niches sont occupées et un nouvel organisme microbe potentiellement pathogène ou non, hein, ne pourra pas s'implanter. Par contre, si vous baissez la diversité du sol, si vous l'altérez, notamment par certaines pratiques agricoles, eh ben, vous allez être beaucoup plus sensible, il y aura moins d'effets barrières, et donc le pathogène, en tout cas l'organisme exogène, pourra s'implanter, et s'il est pathogène, développer un foyer épidémiologique à relativement moyen terme. Donc un risque sanitaire à ce niveau. Voilà les grandes fonctions en fonction du niveau de diversité microbienne. Donc la diversité microbienne des sols est un paramètre biologique très important pour assurer ces fonctions, que ce soit en termes de fertilité biologique, fertilité physique et état sanitaire. Une petite vidéo pour illustrer tout ceci. En fait, c'est tout simplement un stack test. Donc ça, c'est un test qu'on connaît bien dans le monde de l'agriculture, hein, que les agriculteurs peuvent faire pour tester la résistance à la désagrégation dans l'eau de leur sol, c'est-à-dire la capacité d'un sol à avoir une bonne stabilité structurale. Ici, vous avez 4 modes de sol. Donc on les plonge tout simplement dans l'eau, elles sont séchées. C'est le même sol. C'est un sol de forêt, vous voyez qu'il est assez sombre, hein, il est assez riche en matière organique. Sauf que sur ce sol, on a fait des niveaux de diversité microbienne différents. Diversité élevée, c'est à gauche. Diversité moyenne, c'est moins 30% de la diversité microbienne. Diversité faible, c'est moins 50% de la diversité microbienne. Et puis un sol carrément stérilisé. Ce test dure 5 minutes. Alors on va l'accélérer, hein, je vous rassure, surtout pour ceux qui tiennent le timing de la conférence. Il dure 5 minutes et en fait, il faut mesurer la cinétique de désagrégation de la motte dans l'eau. Et plus la motte se désagrège rapidement, plus la stabilité du sol, la stabilité structurelle est faible. Ce que l'on voit, c'est que la motte stérile, au bout d'une minute, à peu près une minute, là, on est à peine, elle est déjà désagrégée. Donc, pas de diversité microbienne, pas de stabilité structurelle. Celle qui a perdu 50% de sa diversité microbienne, elle se désagrège aussi assez rapidement. Et puis, deux mottes restent assez intègres, celle qui a perdu 30% de la diversité microbienne et puis celle qui a le maximum de la diversité microbienne. Alors, je vais accélérer le test, hein, je vais le mettre à la fin. Vous voyez qu'au bout de 4 minutes, ben, cette motte-là, elle commence à être complètement désagrégée. Celle-là, elle commence aussi. Et le test ultime, en fait, c'est de secouer les mottes, voilà, à la fin, pour regarder celles qui gardent un minimum d'intégrité. Et en fait, celles qui gardent un minimum d'intégrité, à peu près 30% de la motte initiale, alors c'est un test assez violent, hein, donc c'est normal que ça se désagrège, et ben c'est celle qui a la diversité microbienne de base élevée, alors que toutes celles qui ont été diminuées en diversité microbienne, donc moins 30, moins 50%, et puis stérilisées, sont totalement désagrégées dans l'eau. Ça, c'est comme une pluie qui arrive en été, un orage violent, qui met un gros coup de pluie sur un sol qui a été séché pendant des jours, eh ben, on a un phénomène de désagrégation et donc potentiellement de tassement ou d'érosion si on est en système de coteaux avec des pentes et donc une perte physique des sols. Donc la diversité microbienne est directement corrélée à sa stabilité structurelle. Ce sont les micro-organismes qui font les agrégats, c'est ce que je vous disais, et donc la stabilité structurelle du sol. Et si vous perdez de la diversité microbienne, votre sol sera plus sensible à l'érosion, au tassement et à une perte physique, et puis aussi à une moins bonne réserve utile en eau parce qu'il y aura moins de porosité ou un moins bon enracinement des plantes. Je suis désolé, je vais un peu vite, mais parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors voilà, maintenant qu'on a parlé de ces microbes, de leur abondance, de leur diversité, de leur rôle fonctionnel très important, notamment dans le monde de l'agriculture pour des processus de fertilité biologique et physique, il faut être capable de les
mesurer ces microbes, de les quantifier, de caractériser leur diversité. Historiquement, c'est vrai qu'on parle de microbiologie en France, on cite tout de suite Pasteur, mais on va oublier les outils pasteuriens, c'est-à-dire l'observation microscopique ou la mise en culture sur milieu synthétique. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas sur des matrices comme le sol, où on a autant de micro-organismes et aussi diversifiés. On arrive à mettre en culture seulement 1% des bactéries en termes d'espèces et des champignons, donc on n'est pas du tout représentatif. Donc depuis 30 ans, en parallèle de la médecine aussi, qui a développé tout ce qui est thérapie génique et biologie moléculaire, on a développé des outils de biologie moléculaire pour caractériser ces micro-organismes. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est capable d'extraire l'ADN du sol et l'ADN de tous les micro-organismes, à peu près 80 à 90% de l'ADN de tous les micro-organismes. Et on a développé des outils moléculaires pour caractériser ces micro-organismes. Alors, le premier outil qu'on a développé, c'est tout simplement quantifier l'ADN microbien que l'on extrait du sol. C'est ce qu'on appelle la biomasse moléculaire microbienne. C'est la quantité d'ADN microbien. Et plus il y a d'ADN microbien extrait, plus il y a de micro-organismes dans le sol. C'est pour ça qu'on appelle ça une biomasse. En fait, c'est pas quelque chose de très précis, mais c'est une masse de vivant par sa quantité d'ADN. Et puis, des choses beaucoup plus techniques, beaucoup plus précises, c'est du séquençage au débit, qui s'est banalisé cette dernière décennie avec des coûts qui deviennent abordables pour le monde de la recherche comme pour le monde de la santé. Et donc, aujourd'hui, on est capable de séquencer tout cet ADN et de faire des véritables inventaires de diversité en termes d'espèces bactériennes et champignons et des indices de diversité. Et c'est ces différents outils qu'on va utiliser pour caractériser nos communautés microbiennes dans le sol. Alors, avant de passer à des projets agricoles, rapidement, je vais me parler du RMQS, le réseau de mesure de la qualité des sols. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité stratégique très française. La France s'est dotée dans les années 2000 d'un réseau de surveillance de ses sols. Voilà, le réseau de mesure de la qualité des sols, c'est 2200 sols qui sont échantillonnés à l'échelle nationale selon cette grille, qui a des carrés, des cellules de 16 km de côté. Vous avez 2200 cellules qui couvrent toute la France de façon systématique. Et au centre de chacune de ces cellules, on a prélevé un sol. Bien sûr, le but, c'est pas d'être représentatif de la cellule, mais c'est d'avoir 2200 sols qui sont échantillonnés selon une grille systématique, qui sont représentatifs de toute l'hétérogénéité française en termes de type de sol, type de climat, type d'usage et géomorphologie. Et donc, au début, le RMQS était un réseau de mesure de la qualité plutôt physico-chimique, porté par l'INRA Info et Sol de Dijon, avec plutôt des pédologues. Et nous, on est arrivé, donc le réseau a été mis en place en 2002, on est arrivé en 2005 avec nos outils moléculaires pour ajouter une partie biologique, notamment microbiologique, avec nos outils moléculaires, et ainsi faire un inventaire national de la microbiologie des sols français. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la France, est le seul pays, et le premier pays à avoir fait cet inventaire microbiologique des sols français, et vous allez voir ce que ça donne par la suite. Alors, ce que ça donne tout de suite, c'est quand on parle d'inventaire, et surtout avec une grille systématique, on peut faire des jolies cartographies. Donc, vous avez ici les cartes de France de la biomasse moléculaire microbienne, donc la quantité d'ADN microbien. En bleu, les zones froides sont un peu moins riches. En rouge, c'est un peu plus riche, c'est un peu plus chaud. De la diversité bactérienne, la diversité de champignons. Alors, vous voyez que déjà, pour enlever tout fantasme à ce niveau-là, il n'y a pas de sol mort en France, en tout cas d'un point de vue microbiologique. En tout cas, moi, j'en ai jamais trouvé, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Voilà, pas de sol où il n'y a pas de micro-organismes, où il n'y a presque aucune diversité, ça n'existe pas. On a des zones plus ou moins riches, mais on n'a pas de sol mort en France. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est que bien sûr, ils sont plus ou moins vivants, et on verra les paramètres naturels et un peu moins naturels qui expliquent ces différences de quantité et de diversité microbienne. C'est que pour la biomasse, la diversité bactérienne et la diversité de champignons, on n'a pas du tout les mêmes cartes. Donc, on n'a pas du tout les mêmes distributions entre la quantité de micro-organismes et la diversité de micro-organismes. Ça veut dire deux choses. Premièrement, ce ne sont pas les mêmes paramètres qui gèrent l'abondance et la diversité des micro-organismes, paramètres naturels ou moins naturels. Et deuxièmement, c'est si on va avoir une vision globale de la qualité microbiologique des sols, il faut mesurer la biomasse moléculaire, la diversité bactérienne et la diversité de champignons, puisque ce sont trois paramètres microbiens qui sont totalement indépendants et qui sont complémentaires pour juger de la qualité microbiologique d'un sol. Alors, bien sûr, ces cartes, ça serait intéressant de les détailler, mais on n'a pas le temps. On va quand même regarder un petit peu ce qu'il en est. Si on regarde la biomasse moléculaire, tout d'abord, on a un effet sol. C'est-à-dire que le premier paramètre environnemental qui va expliquer la quantité de micro-organismes dans votre sol, c'est votre type de sol. Je ne rentre pas dans les détails, les sols limono-argilo-calcaires sont plus riches en micro-organismes naturellement que les sols sableux-acides pour différents paramètres, etc. Ça, c'est vrai aussi pour la diversité bactérienne et la diversité des champignons, c'est-à-dire qu'on a toujours un effet sol. Le deuxième effet, qui est un peu moins naturel, c'est un effet mode d'usage. Et ce que l'on voit, c'est que pour la biomasse microbienne, donc moléculaire, c'est-à-dire la quantité de micro-organismes, on a moins de micro-organismes dans les systèmes agricoles que dans les systèmes naturels ou semi-naturels, prairies et forêts.
Ça, c'est assez logique. Il y a moins de carbone dans les sols agricoles que dans les sols de forêt et de prairies. Donc, les micro-organismes ont moins à manger, ils se multiplient moins, etc. Puis, avec des pesticides, il y a des travaux du sol, etc. Si on regarde la diversité bactérienne, là, on a quelque chose qui est pas très intuitif puisque c'est l'inverse. On a plus de diversité bactérienne dans les systèmes agricoles que dans les systèmes naturels ou semi-naturels. Plus de diversité dans les vignes et vergers et les cultures que dans les prairies et les forêts. Donc ça, c'est un peu contre-intuitif. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait à ce que, comme la biomasse, la diversité des micro-organismes chute dans les systèmes agricoles. Comment on explique ça? C'est là où l'écologie est intéressante dans le monde de l'agronomie, donc pour faire l'agroécologie, c'est qu'on a une théorie, même une loi en écologie, qui est la loi de la perturbation intermédiaire, qui dit qu'en fait, des perturbations moyennes d'un écosystème vont stimuler la biodiversité, et notamment la biodiversité microbienne au niveau d'un sol. C'est-à-dire qu'un peu de perturbation, pas trop non plus, stimule la diversité des micro-organismes qui sont des organismes petits avec des petits génomes qui sont capables de se multiplier, de faire des mutations. Et donc pour les bactéries, les perturbations agricoles sont des perturbations moyennes qui vont stimuler la diversité microbienne. Si on regarde au niveau des champignons, on a la même séquence, plus de diversité de champignons dans les grandes cultures par rapport aux prairies et forêts. Par contre, au niveau des vignes, ça chute. Donc là, on peut appliquer la loi de la perturbation intermédiaire quand on compare les grandes cultures aux prairies et forêts. Un peu de perturbations moyennes vont stimuler la diversité des champignons. Par contre, au niveau des vignes et vergers, on a passé la ligne rouge, c'est-à-dire que c'est plus une perturbation moyenne, mais c'est une perturbation forte dans les systèmes viticoles. Alors, ce qui est pas et qui va entraîner cette fois une chute de la diversité parce qu'on va éliminer des espèces sensibles. C'est pas totalement illogique non plus, puisque dans les vignes, globalement, on dit qu'on est sur 3% des surfaces agricoles et qu'on utilise 20% des pesticides totaux en France, donc beaucoup de pesticides en vigne, et sur tous ces pesticides, 80% sont des antifongiques, parce que les grosses maladies cryptogamiques, que sont l'oïdium et le mildiou, ce sont des champignons, et on les combat avec des antifongiques. Donc, la vigne est un système qui reçoit beaucoup de pesticides antifongiques, et ça peut expliquer cette baisse de diversité de champignons. Ça représente une perturbation très forte, très létale pour les champignons, et donc la diversité des champignons chute en système viticole. Pour finir sur le RMQS, et très rapidement, avant de passer à des systèmes agricoles, je vais vous parler des réseaux d'interaction. C'est une autre façon de caractériser nos communautés microbiennes. On regarde l'abondance, on regarde la diversité, les espèces, mais on regarde aussi les interactions qu'ont les espèces entre elles au sein d'une communauté et donc au sein d'un sol. Et ça, alors j'ai mis un réseau social parce que c'est ce qu'on appelle le Facebook microbien. En fait, c'est des théories écologiques qui sont vieilles du début de l'écologie, il y a plusieurs siècles, mais qui ont été revisitées notamment par les métriques mathématiques des réseaux sociaux, et on les remercie pour nous avoir mis à disposition justement des nouveaux outils mathématiques. Et donc le but, c'est comme une société humaine, c'est de regarder quelles sont les interactions, et comme en sociologie humaine, plus il y a d'interactions au niveau d'une communauté, au sein d'une société, plus elle est stable et productive. C'est pareil chez les microbes, c'est pareil chez les humains. Il faut plus d'interactions dans une communauté pour que la société soit stable et productive. Et donc, on a mesuré les réseaux d'interaction. Alors ça, c'est le réseau de tous les sols du RMQS. Les ronds avec des numéros ou des petits débuts de noms latins, ce sont des taxons, des espèces. Et les traits, ce sont des interactions. En vert, ce sont des interactions positives. En rouge, ce sont des interactions négatives. Donc, positive, c'est de la coopération, de la coexistence, etc. Négative, ça peut être de l'antagonisme et de la compétition, par exemple, pour une niche ou pour une ressource profit. Et il faut ces deux types d'interactions. Il ne faut pas que du positif, hein. On n'est pas à Disneyland. Il faut aussi des interactions positives et négatives pour que la communauté soit stabilisée et soit fonctionnelle. Alors, surtout le RMQS, ça n'a pas un intérêt. Par contre, là où ça a un intérêt, c'est de comparer les réseaux d'interaction entre ces fameux modes d'usage à l'échelle de la France, donc forêt, prairie, grande culture céréalière et vigne. Et pour mémoire, on a une augmentation de diversité bactérienne quand on sort du bois, c'est-à-dire qu'on passe de la forêt et qu'on va dans les grandes cultures à la vigne. Donc, plus de diversité, plus d'espèces, donc potentiellement plus d'interactions. Et si on regarde les réseaux d'interaction, voilà ce que l'on obtient. Dans les forêts, on a des réseaux très complexes, très imbriqués, qui sont fortement, avec beaucoup d'interactions. Dès qu'on est dans la prairie, ça commence un petit peu à se réduire. Et puis quand on passe dans les grandes cultures céréalières et dans la vigne, on a beaucoup moins d'interactions. Donc les taxons, ce sont les petits points, et les traits verts et les traits rouges, ce sont des interactions positives et négatives. Et ce qu'on voit même, c'est que entre la forêt et la vigne, on perd 90% des interactions. Et surtout, on voit des taxons qui sont isolés ou qui travaillent à 5-6 entre eux et qui ne sont plus en interaction avec la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fameuse augmentation de diversité dans les sols agricoles, due à de la perturbation relativement moyenne pour les bactéries, en fait, crée de la diversité, mais crée de la diversité opportuniste, c'est-à-dire d'organismes opportunistes qui ne sont plus en interaction avec le reste de la communauté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que
C'est positif, on crée de la diversité, mais cette diversité, elle n'est pas très intéressante parce qu'elle n'est pas en interaction avec le reste de la communauté et que globalement, la communauté ne va pas obligatoirement mieux remplir ses grandes fonctions que sont la fertilité biologique, l'amélioration de la matière organique, la structure du sol, etc. Donc, dans certains cas, il faut se méfier des augmentations de diversité microbienne. Voilà, tout ceci est résumé alors dans des articles scientifiques. Je pourrais les mettre à disposition si vous le voulez bien. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait. J'ai déjà envoyé un dossier avec plein d'articles. Alors des articles scientifiques, mais aussi de presse agricole. Hein. Et puis des atlas. On a voulu aussi vulgariser, mettre à disposition ces résultats d'inventaires nationaux microbiologiques au grand public, mais aussi au monde agricole, aux étudiants. Donc on a fait des atlas français des bactéries du sol et français des champignons du sol, où on résume tous ces travaux avec beaucoup plus de détails hein, et des fiches par taxon, etc. Et c'est assez pédagogique et surtout avec des très belles hétérogénéités à l'échelle de la France. Voilà, alors s'il me reste un petit peu de temps, je crois qu'il me reste 5 ou 10 minutes, non 5 minutes voilà. Alors, je vais vous parler maintenant un peu plus des pratiques agricoles. Vous allez me dire enfin, parce que c'était ça, mais il fallait quand même introduire tout ça. Si je remets ces cartes et tout ça, c'est que le RMQS nous a perdu une production de connaissances sans équivalent à l'échelle internationale sur l'évolution de nos communautés microbiennes, à l'échelle de la France, en fonction des paramètres naturels, des paramètres d'usage dans les usages agricoles. Mais surtout, ça a permis de standardiser nos outils moléculaires au laboratoire et d'avoir des référentiels d'interprétation. Donc, on a un référentiel sur l'abondance, la diversité de bactéries et des champignons, et les équilibres microbiens. C'est le ratio champignons-bactéries. Je ne voulais pas détailler parce que je n'avais pas le temps. Ce qui veut dire que quand on a une méthode standardisée, un référentiel d'interprétation, eh ben on a un indicateur. Et fort de ces indicateurs, voilà, aujourd'hui, et on est capable de faire un diagnostic. Et depuis une dizaine d'années, on a ces outils indicateurs et ces diagnostics, on l'a proposé au monde agricole pour faire du diagnostic de la qualité microbiologique des sols agricoles au regard des pratiques. Donc, il y a eu différents projets. Il y a eu Ecovitisol dernièrement, plutôt basé sur les systèmes viticoles, où on a fait 6 ou 7 territoires viticoles avec ces diagnostics de qualité microbiologique. Il y a eu Agrinov, historiquement, où on avait déjà travaillé avec la PAD et l'agriculture de conservation dans les années 2012-2015 par un CASDAR. Et puis, plus récemment, on a le projet Prodige, qui est un projet territoire d'innovation, qui a commencé en 2020, qui est porté par Dijon Métropole, donc par une collectivité territoriale. Donc, ce n'est pas un projet de recherche, c'est un projet de développement, et de développement à l'échelle d'un territoire. Voilà. Et en fait, ce projet Prodige, il avait pour objectif d'impulser et de mesurer la transition écologique et alimentaire par une approche systémique, c'est-à-dire le mieux produire entraîne le mieux manger, et le mieux manger entraîne le mieux produire, ce cercle vertueux. Et à l'échelle d'un territoire, nous, on s'occupait plutôt du mieux produire au niveau des sols et de regarder en fait l'impact de la production alimentaire, la production agricole, sur la qualité des sols. Donc c'est un projet territorial qui se déroule en Côte d'Or, centré sur Dijon, et même à l'échelle d'une aire urbaine de Dijon Métropole qui fait 3300 km² et qui comporte 385 000 habitants, donc un territoire quand même relativement grand. Voilà cette aire urbaine, vous avez la ville de Dijon, en vert foncé ce sont les forêts, en jaune ce sont les grandes cultures, en vert clair les prairies, et puis la fameuse côte viticole qui commence à Marsanais, qui finit à Nuit-Saint-Georges, avec Gevrey-Chambertin, Clos-Rougeot, etc. Tous les noms prestigieux des systèmes viticoles. Et voilà, donc on a différents usages, on est plutôt sur des sols limono-argilo-calcaires, et on a fait un échantillonnage de plus de 300 sites sur ce territoire pour appliquer nos outils d'indicateurs. Alors, on n'avait pas que des indicateurs microbiologiques, on avait plus de 50 indicateurs en physique, en chimie du sol et en biologie du sol, et pas que la microbiologie, on a fait aussi toute la faune du sol qui était disponible en termes d'indicateurs. Et donc aujourd'hui, ce territoire dijonnais est le premier territoire à l'échelle européenne à avoir, de façon aussi intensive et extensive, analysé la qualité physique, chimique et biologique de ces sols au regard de ces usages. Alors voilà ce que l'on obtient à l'échelle du territoire, c'est un peu comme les cartes de France, hein, mais des cartes du territoire, donc la biomasse moléculaire, la diversité bactérienne. J'ai mis les vers de terre aussi, les nématodes pour montrer qu'on avait fait la faune. Les champignons, alors encore une fois, les cartographies sont toujours un peu compliquées, sauf que en termes de biomasse, vous voyez que le bleu se trouve plutôt à l'est. Là, on a la plaine dijonnaise, la plaine de Saône avec de la culture assez intensive céréalière. Et puis sur les plateaux calcaires, on a des sols moins profonds, on a plutôt laissé de la forêt et de la prairie, puisque c'était moins productif. Eh ben, on est plutôt sur plus de micro-organismes. On retrouve un peu ce que l'on trouvait sur le RMQS. Et puis ici, vous avez la côte viticole qui est un peu plus en bleu foncé, un peu plus dépréciée en termes de biomasse. On va voir ça un peu plus en détail. Ce qu'on est capable de faire avec nos outils, c'est vraiment un diagnostic avec des indicateurs. Donc en vert, orange et rouge. En vert, on est bien. En orange, on est moyen. Et en rouge, on est déprécié d'un point de vue qualité microbiologique. Donc ici, vous avez par grand mode d'usage le pourcentage des parcelles qui sont dans le vert, dans l'orange et dans le rouge. D'accord? Donc, ça nous permet de regarder par rapport aux usages sur le territoire, prairies, forêts, vignes, grandes cultures, et on avait du maraîchage, là,
à l'échelle du RMQS, on n'en avait pas parce que c'est trop petite surface. Et ben on voit que c'est les sols de prairie qui ont la meilleure qualité microbiologique, parce que plus de 75% des parcelles sont dans un diagnostic vert de la qualité microbiologique, suivi des forêts, puis après on arrive dans les systèmes agricoles avec les vignes, les grandes cultures un peu similaires, la vigne a une qualité microbiologique un peu supérieure aux grandes cultures, on voit que ça commence fortement à être dégradé, et puis le maraîchage est le plus mauvais élève, avec une forte dégradation de la qualité microbiologique. Et pourtant, aujourd'hui, le maraîchage, on le fait de plus en plus en bio. Mais il y a un gros problème au maraîchage, qui est le travail du sol, avec des cultures successives, plusieurs cultures dans l'année, qui sont à chaque fois ponctuées de travaux du sol, de retournement, de binage, etc. Et le travail du sol est une pratique très délétère pour la qualité biologique et notamment microbiologique. Comme on a une échelle territoriale, quand on regarde les sols en grande culture, on a pu faire des enquêtes sur les pratiques agricoles et designer des itinéraires techniques un petit peu spécifiques de notre territoire. Donc, on avait le conventionnel en non-labour, ce qu'on pourrait appeler l'agriculture de conservation, le bio en labour modéré, le conventionnel en labour modéré, fertier organique, et puis le conventionnel, labour intensif, fertier minéral. Vous voyez que aujourd'hui, à l'échelle du territoire dijonnais, je ne dis pas que c'est partout pareil, mais à l'échelle du territoire dijonnais, ce sont globalement ceux qui ne travaillent pas le sol, ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, on aura l'occasion d'en discuter avec l'intervenante d'après, qui ont la meilleure qualité microbiologique. Après, on a le bio. Et puis, en dernier élève, on a le conventionnel, labour intensif avec fertile minéral. J'ai envie de dire qu'il y a tout faux. Utilise des pesticides de synthèse, travaille beaucoup le sol. Le travail du sol est une agression mécanique des agrégats. Ça casse les agrégats, donc les habitats des micro-organismes. Donc, ça dégrade fortement la qualité microbiologique. Et puis, une fertile minérale. Alors, fertile minérale en tant que telle n'est pas négative, nocive pour les micro-organismes, mais c'est surtout que quand on fait des engrais minéraux, on n'apporte pas de matière organique. Or, les micro-organismes se nourrissent de cette matière organique. Donc, mettre des engrais minéraux, ça ne stimule pas les micro-organismes. Voilà, je vais passer rapidement là parce que j'ai pas le temps. Je vais parler quand même un peu des vignes, toujours pareil, sur ce fameux territoire dijonnais. On avait des vignes assez emblématiques, de par leur nom. Et ce que l'on voit, c'est un peu comme dans l'agriculture, c'est-à-dire que ceux qui sont les meilleurs au niveau des vignes, ce sont ceux qui enherbent dans l'interrang, avec plus ou moins permanent. Alors, en Côte d'Or, l'enherbement est très, très rare dans les vignes. C'est d'ailleurs un des principaux problèmes de la Côte d'Or viticole, c'est d'avoir des vignes très peu enherbées, beaucoup travaillées, parce qu'ils ont une densité de cèpes qui est trop importante et qui fait de la compétition dès qu'on met de l'enherbement avec la vigne, surtout dans des conditions climatiques comme en ce moment où il fait très chaud, très sec. En tout cas, ceux qui enherbent et qui arrivent, sans une perte de rendement trop importante, ont une très bonne qualité microbiologique. Et on peut voir que le bio, je ne dis pas que le bio est mauvais, mais le bio n'est pas si écolo parce que le bio, généralement, fait beaucoup de désherbage mécanique et par ce biais-là, va dégrader la qualité microbiologique de ces sols, alors que d'un autre côté, il n'utilise plus de pesticides de synthèse et donc c'est bien pour la qualité biologique. Et puis les plus mauvais, ce sont ceux qui n'enherbent absolument pas. Vous voyez qu'il y en a certains qui sont en bio. Et le non-enherbement, un sol nu, beaucoup travaillé, c'est ce qu'il y a de pire pour la qualité microbiologique des écosystèmes agricoles. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde sur une carte, voilà, vous avez Dijon, la côte viticole, on part Saint-Marsanel, en Nuit-Saint-Georges. Ce sont des petits triangles avec les couleurs de diagnostic. Vous voyez que dans la côte, on est quand même relativement rouge et orange. Par contre, dès qu'on passe dans les hautes côtes de Nuit, donc les hautes côtes de Nuit, c'est un autre écosystème viticole. C'est-à-dire que dans la côte, on est à 10 007 hectares et on laboure. Voilà le paysage lunaire que l'on a au printemps généralement. Ça s'est fait au-dessus du Haut-Chambertin. Et dans les hautes côtes de Nuit, on est à 5 007 hectares. Donc on a des interrants beaucoup plus larges dans lesquels on peut faire de l'enherbement permanent. Et dans ces hautes côtes, on a beaucoup plus de vert et on a un sol rouge. Donc, ce qui montre bien qu'un itinéraire technique, des pratiques agricoles, notamment de couverture végétale et de réduction significative de travail du sol, peut amener à une amélioration ou à une très bonne qualité microbiologique du sol. Voilà l'impact des pratiques agricoles. Je vais passer rapidement là-dessus parce que j'aimerais montrer cette dernière diapositive. En fait, quand on compare agriculture de conservation des sols et agriculture biologique, en fait, les deux sont bons, mais pour des raisons différentes. L'agriculture de conservation, généralement, elle fait une promotion de la biologie du sol parce qu'elle ne travaille plus de sol, plus de labour, une couverture relativement permanente, en tout cas tout au long de l'année, et diversifiée végétale. Par contre, ils utilisent toujours des pesticides de synthèse et des engrais minéraux. De l'autre côté, on a l'agriculture biologique qui, elle, par contre, utilise des engrais organiques, donc qui nourrissent les micro-organismes, plus de pesticides de synthèse, mais travaille encore fortement ces sols parce que on compense le désherbage chimique généralement par du désherbage mécanique. Donc, on a deux modes de production qui sont plus vertueux que le conventionnel, et ça, on l'a démontré par une méta-analyse scientifique internationale qui montre bien que l'agriculture de conservation et l'agriculture biologique stimulent la biologie du sol en comparaison de l'agriculture conventionnelle. Ils sont tous les deux, ces modes de production, au même niveau.
mais pour des raisons différentes. Et bien sûr, la logique voudrait qu'on marie les deux et qu'on fasse de l'agriculture de conservation en bio ou de l'agriculture bio de conservation, donc ACB ou ABC, vous choisirez. On m'a longtemps dit que c'était impossible, et en fait, je rencontre de plus en plus de groupes d'agriculteurs qui le font et que l'on est en train d'évaluer grâce à nos outils de diagnostic. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère avoir pas été trop long et dépassé le temps. Merci. Je libère Merci. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner directement, je vous propose, avec la présentation de Diane Mazur. Et comme ça, on fera les questions à la fin pour vous deux en même temps, si ça vous va, comme ça. Vous reprenez la main sur le partage? Oui, vous pouvez arrêter le partage et puis on va partager du coup la présentation. J'arrête le partage. Merci beaucoup. Diane, on va moi, je suis prête. partager Si vous m'entendez. voilà, c'est ça. On vous laisse enchaîner. Donc bonjour, donc moi je m'appelle Diane Mazur, je suis agricultrice dans le sud de l'Aube et donc je suis engagée je suis agricultrice seulement depuis 13 ans. Avant, vu mon âge, hein, j'ai fait d'autres choses. Et donc je suis très engagée sur l'agriculture de conservation des sols dont on a parlé. Donc je vais vous en raconter un peu plus là-dessus. Et également, on a parlé de carbone, donc je suis également au bureau du 4 pour 1000. Et localement, je suis à la chanvrière, donc je cultive du chanvre. On va passer à la seconde parce que là, il y a trop de choses écrites sur moi. On va passer. Donc voilà, je suis sur 120 hectares dans ce qu'on appelle des zones intermédiaires, c'est-à-dire des plateaux argilo-calcaires pas très fertiles. En tout cas, ce n'est pas les bonnes terres, mais ça permet justement, au contraire, d'être obligé de bien réfléchir à comment pouvoir cultiver ces terres et à s'intéresser au sol. Donc, vu la conclusion de Lionel, je parlerai d'agriculture biologique et d'agriculture de conservation. Donc, j'ai été pendant 7 ans en agriculture biologique sur un quart de mon exploitation, dans un objectif d'être obligé de tester les techniques d'agriculture biologique. J'ai été aussi certifié HVE et puis la certification de l'APAD, hein, dont on a parlé déjà 2 fois, qui s'appelle Au cœur des sols. Mais je vais vous parler de tout ça après. Ah oui, c'est dans mes cultures, donc je fais comme tout le monde, et je fais en plus en spécificité des semences. Donc, semences, c'est-à-dire la multiplication de semences pour des gens qui vont vendre des semences après. Donc, je les fais en luzerne, en vesse et en graminées, c'est-à-dire en prairie. Je fais également beaucoup de légumineuses. Hein. On n'a pas beaucoup parlé, mais les légumineuses, son intérêt, c'est qu'elle va capter l'azote de l'air pour le transformer en azote dans le sol. Et puis, je fais du chanvre, dont je vous ai parlé déjà. Alors, en fait, c'est assez amusant, hein, c'est que ça va bien que je vais bien faire le pendant de ce que vient de dire Lionel. Alors, moi, au lieu de mon approche, je l'ai faite sur les différents types. Ah, excusez-moi. Bon, tant pis. Sur les différents types d'agriculture. En fait, tout type d'agriculture, agriculture biologique, agriculture conservation, agriculture conventionnelle, je suis vraiment désolée, hein, j'ai mal géré ça. Agriculture conventionnelle, il y a 5 étapes. Et ce qui est intéressant, c'est en fonction des choix qu'on fait en tant qu'agriculteur, et c'est vraiment ça, hein, c'est qu'un agriculteur, c'est quelqu'un qui a le choix de voir comment il va cultiver. En fonction des choix, on arrive sur des types d'agriculture différentes. Donc, les 5 étapes que tout agriculteur va se poser, c'est semer, planter, choisir les graines qu'il va planter. Donc là, on peut passer, par exemple, on peut parler de sélection variétale, de séquence fermière, d'OGM. Ah non, je suis encore là, je suis encore à la précédente. Il y en a plus longtemps sur celle-ci. La deuxième étape, c'est éviter la concurrence. Donc, c'est la notion de désherbage. Et en fait, dans le désherbage, il n'existe que 5 types de désherbage différents. 6. Le premier, celui qui existe depuis la nuit des temps, c'était le feu. Le deuxième, c'est le désherbage manuel. Et malheureusement, aujourd'hui, pour les grandes cultures, on a aboli l'esclavage, donc c'est quelque chose de difficile et c'est pour ça que le maraîchage est souvent en petite surface. Le travail du sol, et nous, dans notre culture européenne, on est héritier du travail du sol, c'est-à-dire que c'est bien le travail du sol, labourage et pâturage sont les 2 mamelles de la France. La première manière réflexe, et ce que nous apprennent nos prédécesseurs, c'est savoir bien labourer. Moi, j'ai la chance de ne pas être issu du monde agricole, mais mon beau-père était un bon laboureur. Ensuite, il y a également une méthode de désherbage qui est l'eau, et ça, c'est plutôt un héritage de tout ce qui est asiatique, hein, c'est la sélection du riz qui va pousser dans l'eau alors que les autres plantes ne vont pas pousser dans l'eau, donc c'est bien, on parle bien de désherbage encore une fois. Il existe le chimique, donc ça n'a pas besoin, c'est des désherbants chimiques, et enfin, ce qu'on appelle la concurrence végétale, hein, c'est avoir tellement de plantes au sol qu'on maîtrise, qu'on va avoir celle qu'on souhaite et pas celle qu'on veut. Et typiquement, quand vous voyez un blé,
un blé, vous voyez les beaux rayons du blé, et entre les deux, vous ne voyez pas grand-chose. Et vous pourriez avoir on essaye de ne pas avoir de mauvaises herbes, entre guillemets, qui vont concurrencer, mais on peut avoir, si on avait un sol occupé, il n'y aurait pas forcément de mauvaises herbes. La troisième étape, c'est de nourrir la plante, nourrir le sol. Donc là, on en a parlé, hein. Il faut une plante, donc bien sûr, son carbone, elle le capte par la photosynthèse, et il ne faut pas oublier cet aspect-là, hein. C'est la captation du carbone, c'est bien la photosynthèse, mais elle a besoin d'autres éléments. Donc on a parlé de l'azote tout à l'heure, qui peut être fourni par les légumineuses, ou bien l'azote peut être fourni par les engrais chimiques, ou bien il peut y avoir un apport de matière qui vient d'ailleurs, mais se rappeler que si on apporte du compost, c'est bien du carbone qui a été capté ailleurs, qu'on a modifié, qu'on a apporté chez soi. Il peut y avoir aussi nourrir le sol, ce que moi je vais employer, c'est-à-dire tous mes résidus de culture sont restitués au sol. Il y a les couverts végétaux, je vais vous en parler juste après. Donc tout ça, c'est bien des choix stratégiques sur comment est-ce qu'on nourrit la plante. J'y suis presque. La quatrième, c'est protéger la plante, hein, comme toute population un peu homogène. S'il y a un champignon qui arrive dans un champ de blé qui est sensible, eh bien le champignon, il est trop content, il va aller se multiplier dans tout le champ. Donc il y a bien cette notion de comment est-ce qu'on protège la plante. Donc là, il y a la lutte chimique, il y a la lutte biologique, il y a aussi favoriser notre écosystème pour avoir des auxiliaires qui vont protéger les plantes. Et enfin, heureusement, la cinquième étape, c'est récolter, ce qui est bien un objectif. Et encore une fois, c'est encore un choix. On peut vouloir récolter beaucoup, ou bien récolter dans un objectif récolter pour par exemple la méthanisation, pour fabriquer du carbone, du méthane, ou bien récolter dans un objectif de répondre à une niche, donc à une niche ou à des gens très, à une niche ou pour le biologique. En fait, je voulais parler de l'agriculture biologique qui répond à un marché. Mais donc, c'est bien encore une fois un choix de l'agriculteur. Et donc, face à tous ces choix, il va y avoir plein de types d'agriculture qui sont adaptés à une demande, à une société, à un problème actuel. Donc moi, le choix que j'ai fait, c'est l'agriculture de conservation des sols, dont je vais parler à la prochaine slide. Donc l'agriculture de conservation des sols, c'est une agriculture qui a été développée par des agriculteurs dans les années 30 aux États-Unis. C'était lié au Dust Bowl. Et aujourd'hui, 40% des surfaces des États-Unis sont en agriculture de conservation des sols, puis développée ensuite dans toute l'Amérique du Sud à cause de l'érosion hydrique, cette fois-ci, liée à l'eau. Et donc, aujourd'hui, il y a 60% des surfaces d'Amérique du Sud qui sont en agriculture de conservation des sols. Et donc, ça a vraiment été quelque chose qui est parti du terrain. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est une agriculture qui est adaptée à chaque terrain. Donc, elle est développée, elle est définie par la FAO. Donc, ça, on a parlé tout à l'heure d'ABC, on parle parfois d'agriculture régénératrice. C'est tout le problème des termes. Au moins, là, l'avantage, c'est que la définition est simple et elle est définie par la FAO. C'est premier pilier, on parle de 3 piliers, une perturbation mécanique des sols minimale, c'est-à-dire essayer de ne pas travailler les sols. Alors, il y en a qui disent, moi j'ai un semoir qui fait un petit mouvement, et on me dit, oh non, mais Diane, tu travailles un peu les sols, donc il y a des extrêmes. Hein. Il y a certaines cultures où si vous semez de la betterave ou de la pomme de terre, c'est sûr que vous allez avoir une perturbation des sols. Ensuite, le deuxième principe, c'est la couverture des sols permanente. C'est-à-dire que chez moi, il y aura une période où il y aura ma culture que je vais récolter, je vais restituer les résidus au sol, et l'autre période où je vais avoir un sol couvert par une interculture que je ne vais pas récolter. Mon interculture, vous verrez des photos juste après, l'objectif de mon interculture, c'est bien de capter du carbone, favoriser un gîte et un couvert pour toute la vie écologique, toute la biodiversité, pour avoir une vie dans mes sols, pour avoir une vie sur mes sols et dans mes sols. Et puis la troisième, en fait, ça découle de l'ensemble, hein, c'est que dès qu'on s'intéresse à avoir un sol vivant, on va favoriser le vivant en ayant un maximum de diversité. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué que ces 3 principes agissent en synergie. Souvent, on va vous parler de « Ah, c'est génial, je ne travaille pas les sols. Ah, c'est génial, je fais des couverts. » Ce qui est assez impressionnant, c'est que si on va avoir le maximum de bénéfices, c'est vraiment si on utilise les 3 principes. Alors, normalement, ça fait une petite vidéo, si vous tapez sur mon dessin, voilà. Alors là, vous avez, comme je vous disais, c'est un semis de blé dans un couvert. Donc là, mon couvert va être détruit. Et là, je suis en train de semer mon blé. Et donc, le couvert va disparaître. Alors, il est, je vais avouer, coupable, hein, détruit chimiquement dans ce cas-là, puisqu'on est à l'automne et qu'il n'y a pas de destruction par le gel. Et donc là, mon couvert va mourir et le blé va naître. Et donc, il y a vraiment une continuité de la vie. C'est-à-dire que si vous êtes un ver de terre, vous avez tout le temps à manger. Si vous êtes n'importe quoi, vous êtes entre l'un et l'autre. Donc, j'espère que ça vous a assez impressionné. Donc, ça, c'est chez moi. Et donc, c'est un couvert de blé c'est un semis de blé dans un couvert en novembre 2024. Donc, on va passer à la suivante.
Donc là, je vous ai mis 2 slides. Alors, chez moi aussi, hein, donc la première, celle où il y a un cercle. Donc, c'est un peu pour vous montrer comment ça marche. On va partir de la récolte, hein, le moment où je récolte mon blé, ce qui est quand même un des objectifs de l'agriculture. Juste après, je vais semer mon couvert que vous voyez être en train de pousser. Puis, en octobre, novembre, vous avez un superbe couvert. Alors, chez moi, mes couverts sont généralement de tournesol. Bon, ça, vous le connaissez. L'objectif du tournesol, c'est d'avoir beaucoup de matière organique qui va pousser, beaucoup de matière qui va pousser rapidement, beaucoup de biomasse. Puis, je mets de la veste, parce que l'objectif de la veste, ça va être de capter de l'azote de l'air pour restituer à mon sol. Je vais mettre de la moutarde. Encore une fois, c'est un objectif de biomasse. Et je vais mettre de la facélie, cette petite fleur violette que vous voyez. 1, parce que c'est joli. Et 2, parce que c'est une espèce qui ne correspond à aucune autre espèce cultivée. Et donc, ça va couper le cycle des maladies. À droite, ou de la slide, vous avez une comparaison entre chez moi et chez mon voisin. Alors, je m'entends très bien avec mon voisin, malgré tout. Et donc, ça, c'est en novembre aussi. Donc, chez moi, vous voyez à gauche, il y a un couvert qui n'est pas très joli, mais bon, j'ai un petit couvert. Chez mon voisin, il a travaillé le sol. Quand on fait une coupe à profil de sol, alors c'est pas flagrant, bien sûr, chez moi il y avait des vers de terre, il n'y en avait pas chez lui, mais bon, ça se voit pas. Et puis on voit que lui, il y a une couleur différente entre le haut et le bas, et moi c'est plus homogène. Mais juste en dessous, c'est ça que ça correspond à ce que vient d'expliquer Lionel, c'est un slack test. Donc voilà, j'ai mis 2 mottes, une de chez moi à gauche et une de chez mon voisin, et vous avez l'une qui va rester et l'autre qui s'est totalement diffusée dans mon seau d'eau. Évidemment, ça veut dire que quand il pleut, il y a de l'érosion. Et ça fait donc 13 ans que je suis revenu ici. Et aujourd'hui, quand on regarde le niveau de mon sol et le niveau de son sol, il y a une différence d'une dizaine de centimètres. C'est-à-dire qu'en fait, il perd du sol. Et là, c'est là où c'est de la vraie perte. Hein. Il perd de la matière. Il perd son sol. Et ça veut dire qu'il perd aussi du carbone. Il perd. En fait, ça part. Et donc, il y a bien un objectif de préserver le sol en respectant le vivant, en ne le travaillant jamais, en le gardant toujours couvert. On peut passer à la suivante. Alors, les bénéfices, hein, donc j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure. Hein. Donc, les économiques et sociaux. Donc, l'idée, hein, c'est de produire. Et aujourd'hui, on considère que l'agriculture de conservation des sols a un rendement équivalent à l'agriculture conventionnelle. Malgré tout, si vous faites le petit calcul, si vous vous dites, je ne travaille plus mes sols, donc je ne passe plus en tracteur, donc je consomme moins de gazole. Si vous vous dites, j'ai beaucoup de légumineuses, donc j'ai et des beaux couverts. Donc normalement, si j'ai un beau couvert, je considère que j'ai 40 unités d'azote en moins sur la culture suivante. Et les légumineuses m'apportent aussi de l'azote, donc normalement, j'utilise un peu moins d'azote. Donc ces 2 critères, utiliser moins d'azote et moins de gazole, surtout dans les temps qui courent aujourd'hui, sont des critères qui sont assez intéressants. Et presque, j'espère que ça va permettre à des agriculteurs de se rendre compte qu'ils peuvent cultiver avec moins d'azote et moins de gazole. Bon, en toute franchise, je préférerais que le prix baisse sur ces 2 produits. Ensuite, on considère qu'on gagne du temps. Beaucoup d'éleveurs sont intéressés par l'agriculture de conservation des sols parce qu'ils ont plus de temps, parce qu'on passe moins de temps dans les champs. Je parle pour travailler les sols, on passe plus de temps à réfléchir, mais bon, ça, c'est pas forcément… on peut le faire la nuit. Et également, typiquement, moi, je m'occupe beaucoup de l'association APAD, et ça, c'est du temps en bénévole, ça c'est idiot, mais en tout cas, c'est du temps en plus. Beaucoup de gens en agriculture de conservation des sols ont aussi développé de la transformation, comme de la bière, etc. Ensuite, il y a cette notion que c'est une agriculture, je disais tout à l'heure, qui n'est pas figée, c'est quelque chose qui évolue. On est en fait avec un sol qui évolue, et donc en permanence, on voit notre sol changer, et on a envie soit de tester, soit de partager ce qu'on observe. Et donc, il y a vraiment un échange entre pairs, et donc il y a beaucoup de tours de plaine, et on a ce besoin déjà, malgré tout, hein, de réfléchir agronomie par rapport à notre métier. Alors ça, c'est Lionel en a parlé, hein, il y a la lutte sur les aspects environnementaux, la lutte contre l'érosion, la partie épuration des sols, hein, protéger les captages d'eau. Il a parlé également par rapport à l'eau de meilleure adaptation au climat, de résilience. Il est assez fréquent que je récolte 15 jours après tout le monde mes blés parce que mon sol a une meilleure capacité à accepter les pics de chaleur. Après, sur la biodiversité, donc on a dit que je vous ai dit que si on augmentait toute la biodiversité dans un champ, on va se retrouver avec des auxiliaires, aussi des parasites, mais aussi des auxiliaires, c'est-à-dire que sur mon exploitation, je suis quasiment à 0 fongicide. Je suis à 0 fongicide sur mes blés. Alors, je ne vais pas dire
robotique totalement, puisque l'année dernière, j'ai eu un champ où il y a eu une pression fongicide, donc j'ai traité. Et je suis à 0 insecticide sur toute mon exploitation. Et puis, après, sur le climat, hein, c'est ce qu'on a dit, hein, si on capte du carbone à la fois sur nos cultures, par nos résidus, par nos couverts, et qu'on le resitue au sol, donc on a une augmentation de la matière organique. Donc, 1, on a restauré la fertilité, et 2, on a diminué le carbone de l'atmosphère, donc ça a un impact sur le climat, globalement, et puis une moins de minéralisation par le travail du sol. Donc, plein de bénéfices. Suivante. Alors après, je suis passée sur répondre un peu à la question, comment est-ce que la robotique peut nous aider? Et moi, j'ai réfléchi, j'ai fait réfléchir des amis agriculteurs à la PAD, et donc j'ai repris mes 5 thématiques des agricultures et de voir qu'est-ce que peut nous apporter la robotique. Alors je ne sais pas si c'était ça que vous me demandiez, mais en tout cas voilà. Donc sur semer et planter, nous on a une de nos problématiques, c'est quand on veut, je vous ai parlé de, quand on a déjà un blé, qu'on a déjà envie d'anticiper le semis du couvert suivant, ce qui nous permettrait de garder l'humidité qui est créée par le blé à ce moment-là, hein, l'humidité au sol. Aujourd'hui, si on passe dans le champ de blé avec un semoir, on a détruit notre champ de blé. Donc, ce n'est pas l'objectif. Donc, pour anticiper, il y a toute cette notion de réussir à semer des couverts lorsque la végétation est haute. J'ai tout à l'heure aussi parlé de la notion de couvert, de la concurrence, de la concurrence des plantes entre elles. Et alors là, je passe sur le désherbage, mais je l'ai mis, c'était pas tout de suite, je commence. D'abord, trouver une alternative au glyphosate. Si vous nous inventiez des petits robots qui désherbaient les sols tout le temps, sans utiliser un produit chimique, je suis la première, et on est encore plus, vu qu'on est très sensible à la biodiversité de nos sols, on est les premiers à dire oui. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. C'était, moi, j'ai une attente sur trouvons des solutions non chimiques pour le désherbage. C'est pour la chose la plus importante. Voilà, moi, j'ai mis en deuxième, éviter le chimique. J'ai également mis et justement, les interventions chimiques, ce dont on ne parle pas souvent, sont des interventions chimiques qui ne se font pas à n'importe quel moment. Il y en a où il faut avoir une certaine humidité de l'atmosphère, pas de pluie avant, ou au contraire une pluie après, etc., ou pas de pluie après. En tout cas, il y a plein de spécificités. Ce qui fait que la fenêtre où on peut traiter de manière efficace, ça veut dire que derrière, ne pas utiliser trop de produits, donc vous voyez tout l'impact que ça a derrière, est toute petite. Et moi, j'ai la chance d'être sur une petite exploitation, 120 hectares. Ça veut dire que je vais toujours essayer, si par hasard je dois traiter, d'être dans la meilleure de ma fenêtre météorologique qui va me permettre d'avoir un traitement efficace. Mais si vous avez des très grandes exploitations, elles ne peuvent pas se permettre de pouvoir rester là-dedans. Donc, elles vont être en préventif, ce qui veut dire utiliser plus de produits phyto. Si on passe sur un système qui nous résout le problème du désherbage et de ne plus utiliser le chimique, hein, j'aurais bien insisté que c'était ça mon point numéro 1, bien sûr, ça va permettre, d'utiliser moins de produits désherbants, et puis de ne pas avoir non plus à travailler le sol, puisque je vous ai dit que le travail du sol est un des moyens de désherbage. Donc, si moi, je m'interdis de désherber en travaillant le sol, j'ai comme seule solution aujourd'hui la concurrence végétale et le chimique. Après, j'ai marqué également tout ça, dans cet aspect-là sur la concurrence des plantes, hein, la notion de culture associée, que j'ai adaptée aussi avec la fertilisation. Tout à l'heure, quand j'étais en bio, j'avais la satisfaction agronomique de faire une céréale adaptée en association avec une légumineuse. Pourquoi est-ce que je dis la satisfaction? C'est que la légumineuse, on sait qu'elle va apporter l'azote à la céréale qui va pouvoir pousser, et la céréale va être un support pour la légumineuse qui généralement a une tendance à tomber au sol. Donc, on a cette énorme satisfaction de pouvoir avoir des associations qui vont s'aider. On pourrait, hein, il y a beaucoup d'associations qui existent. Si vous mettez une cameline dans les lentilles, la cameline, elle permet d'avoir un effet insectifuge pour la lentille, il va protéger la lentille en plus de faire un support. Il y a énormément d'associations culturales qui existent. Or, le problème de ces associations culturales, c'est encore une fois le désherbage. Aujourd'hui, il existe 2 types de désherbants, en gros, hein, pour simplifier. Un qui est, on va dire, un désherbant qui va tuer toutes les grosses plantes, hein, les dicotylédones comme le colza, et puis après en mauvaise herbe, les géraniums, tout ce qui a des grosses feuilles. Et puis l'autre désherbant, c'est celui qui va tuer des monocotylédones, c'est-à-dire tout ce qui ressemble à des céréales ou à de l'herbe. Et en fait, aujourd'hui, on a du mal à avoir des choses bien spécifiques. Si on choisit d'avoir un désherbage robot qui sait reconnaître ce qu'il est en train de désherber, on peut à nouveau réintroduire les associations culturales, et ça veut dire aussi réintroduire de la biodiversité. Donc, c'est pour ça que j'appuie sur ça. Notre besoin numéro 1, c'est sur le désherbage.
Par rapport à nourrir la plante, nourrir le sol, donc il y avait cette notion de pouvoir réintroduire des cultures associées. Et puis après, alors ça c'est déjà pas mal développé, tout ce qui est fertilisation adaptée, localisée, c'est-à-dire si on sait qu'il y a, moi j'ai des sols extrêmement hétérogènes, donc je n'ai pas les mêmes besoins en fonction de la nature de mon sol, en fonction de l'historique de mes sols aussi, en fonction des cultures. Et donc si j'avais une fertilisation adaptée aux besoins de mes plantes, évidemment, soit j'en mettrais pas trop, soit j'en mettrais pas assez. En tout cas, ça permettrait d'optimiser l'absorption de l'azote par mes plantes, ce qui est encore une fois un aspect sur l'environnement. Ça veut dire que pas de fuite d'azote, pas de risque de pollution, etc. Le dernier sur protéger et soigner la plante. Alors ça c'est pareil, je vous ai parlé tout à l'heure des maladies. Si vous avez un foyer, une petite zone qui commence avec un champignon, généralement ça commence par une petite zone, qu'est-ce que vous faites? Vous savez que vous pouvez aller la traiter extrêmement localement, mais la probabilité qu'elle se répande sur toute la parcelle est énorme. Donc, parce que le temps que vous réagissiez, le temps que vous la voyez est énorme. Donc, généralement, vous faites un traitement sur votre parcelle. Si on avait des détecteurs, des gentils petits robots qui venaient détecter le moment… Je suis vraiment désolée. Si on avait des moyens pour pouvoir détecter le moment où il y a une agression sur nos champs et de réagir immédiatement, ça éviterait bien évidemment cette question de traiter pour protéger. Donc, repérer les… Tu peux répondre à ton frère. Je suis désolée. Dans les autres questions, il y a également repérer les foyers, ce que je disais, optimiser le traitement en éradiquant les foyers. Et puis, en parallèle, sur l'agriculture de conservation des sols, un des problèmes, c'est que comme on ne travaille pas les sols, on a pas invasion, mais on a des campagnols, des champs, des petites souris très, très mignonnes qui viennent manger le grain dans nos champs. Donc là, il n'y a pas tellement de choix. Il faut passer à pied, essayer de voir où sont les nids de campagnols. Et là, il y a plusieurs moyens de les éliminer. Pareil, ça prend du temps et c'est une des choses qu'on oppose à l'agriculture de conservation des sols en disant ça pose problème parce qu'il y a des invasions de campagnols. Donc, bien sûr, s'il y avait un petit robot qui, quand il voit un campagnol, lui tape dessus, ça serait idéal. Et puis, récolter, pour l'instant, il existe aussi réfléchir différemment de récolter. Je sais qu'il existe des peignes pour récolter directement les grains, ce qui permettrait encore une fois de laisser plus de résidus au sol. On pourrait aussi évité de récolter les zones de mauvaises herbes parce qu'à ce moment-là, on a une diffusion des graines. Il y a encore plein d'idées qu'on pourrait avoir. Alors, en résumant tout ça, je regardais un peu les critères qui étaient importants. Donc, c'est la liste que j'ai mis. Éviter le tassement. On a parlé du sol. On n'a pas parlé du tassement. Mais évidemment, dès qu'on intervient dans un champ, alors moins en agriculture de conservation des sols, puisqu'on a une très bonne structure, malgré tout, quand on intervient dans un champ, on va tasser notre sol. Qui veut dire tasser, veut dire diminuer tout ce qui est l'aération du sol, les fameuses petites… toute la structure du sol. Donc, normalement, on est dans des champs avec l'agriculture de conservation des sols qui sont déjà une bonne structure, mais c'est un point important. Passer quand la végétation est haute. Donc là, c'est parce que moi, je ne m'y connais pas en robotique, mais donc, si vous avez des hautes pattes ou un petit robot qui sait à la fois marcher puis voler quand il le faut, voilà. Agir rapidement. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est important, si vous avez un foyer d'une mauvaise herbe, c'est de pouvoir le voir. Et si vous avez une grande surface, donc je pense qu'il faut multiplier, avoir des robots pas très chers, mais qui soient capables d'aller contrôler toute une exploitation. Donc agir rapidement, adventice ou maladie. Parce que pareil, une adventice, donc une mauvaise herbe, tant qu'elle n'est pas en graine, elle n'est pas néfaste. Si elle ne rentre pas en concurrence, et 2, si elle ne se multiplie pas. En revanche, il faut absolument l'atteindre ou la déranger au bon stade. Alors après, capacité de diagnostic, savoir prendre une photo, peut-être une prise d'échantillon, savoir arracher une herbe et la bonne, pouvoir traiter les parasites, j'en ai déjà parlé, les campagnols, leur taper sur la tête, savoir pulvériser si besoin, et puis être fiable, puisque si par hasard il y a une erreur sur le robot et qu'au lieu de désherber, il a arraché tout un rang de blé, moi il faut que j'attende l'année prochaine pour pouvoir avoir mon rang de blé. On n'est pas sur un système d'échange immédiat, puisqu'on est sur un cycle au moins annuel. Donc voilà, ça c'était mes petites conclusions sur la partie robotique. Alors j'en ai profité, la slide suivante. C'est une slide un peu, on a parlé carbone dans les sols. Donc, l'APAD, là, je fais ma pub et je ne sais pas qui sont mes interlocuteurs, mais donc on a toute une démarche pour montrer que parce que l'agriculture de conservation des sols augmente le carbone dans les sols, donc si vous avez des crédits carbone à acheter,
pour compenser vos émissions, n'hésitez pas à contacter l'APAD. Et le dernière slide, hein, c'était sur l'APAD justement, mais juste si vous êtes au courant de… J'aurais pu commencer par ça, mais je le mets en dernier. C'était donc l'APAD, c'est une association d'agriculteurs. Tous les agriculteurs qui la dirigent sont des bénévoles, dont moi, et qui a vraiment comme objectif de développer, promouvoir l'agriculture de conservation des sols. Donc, nous sommes présents en salon d'agriculture, ce qui m'a permis de rencontrer Christiane, mais nous avons aussi énormément d'autres, de la formation, de l'expérimentation, avec d'ailleurs Lionel Rangeard, et beaucoup d'autres, de la communication, et puis de la valorisation par le label bas carbone et le label au cœur des sols. Donc, voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc, alors on va prendre un peu sur le créneau suivant pour pouvoir échanger quelques questions quand même. On va se donner jusqu'à 10 minutes, un quart d'heure pour répondre. 10 minutes? 10 minutes, allez. On se donne 10 minutes, on déborde un petit peu, mais j'imagine que vous avez des questions, donc voilà, on se donne jusqu'à 47. Allez-y. Oui, Christophe. Oui, merci Christiane et merci aux deux intervenants, Lionel et Diane. C'était très intéressant et même si je ne découvre pas tout, parce que grâce à ma collègue Laure Gontier, je suis assez sensibilisé à ces questions de sol et de conservation des sols, je trouve que c'est très bien en fait pour approfondir un peu ce que j'ai dit les fois précédentes sur, ben voilà, si on va vers l'agroécologie avec les robots, il faut penser système complexe et il faut penser plus de couverts. Ça ressort des deux interventions, plus de complexité ou plus de diversité et plus de couverts parce que ben, on couvre le sol pour le protéger. Et donc ça, c'est des gros sujets pour les robots, effectivement. Et après, ce qui m'a beaucoup plu dans ce qu'a dit Diane, même si je suis dans une autre filière, hein, je suis dans la viticulture, c'est qu'il y a une liste de tâches potentielles pour les robots, pour ces systèmes vertueux. Et on sort un petit peu de l'approche qu'ont les robots aujourd'hui, qui sont des robots qui essayent de singer les tracteurs, pour aller vers des robots qui auraient des rôles bien précis et des robots spécialisés, mais des rôles bien précis dans le cadre d'une agriculture vertueuse. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et donc, j'ai pas vraiment de questions, mais j'ai envie d'inciter tout le monde à réfléchir de cette manière-là. Est-ce qu'on peut imaginer des petits robots spécialisés? Est-ce que c'est plus intéressant que de vouloir refaire des tracteurs autonomes pour des fonctions dans des systèmes agroécologiques? Voilà. Merci en tout cas pour ces deux interventions. Oui, Lionel, vous vouliez répondre déjà? Oui, non, alors pas répondre parce qu'il n'y a pas de question. Mais pour compléter un peu la réflexion, alors moi, j'ai pas fait l'effort de la robotique. Hein. J'ai juste présenté mes résultats parce que c'était le but aussi de présenter l'impact des pratiques. Mais c'est vrai que quand j'entends Diane et puis ce qui se dit, alors je connais bien l'IFV, hein, j'ai travaillé avec Laure, je continue d'ailleurs à travailler. En fait, les robots aujourd'hui, ils sont pas, comme disait Christophe, dans le mimétique d'une action historique, mais plutôt, je vois bien des robots aussi avec des caméras qui soient capables d'analyser de l'image, notamment, alors Diane a parlé de maladies, mais aussi on pourrait analyser des couverts avec des plantes qui seraient plus intéressantes que d'autres. Et on revient sur des choses qui ont été développées, dont on parle un peu plus historiquement, qui est l'agriculture de précision. Hein. On a des analyses d'images. Et aujourd'hui, avec l'IA, parce qu'il y a la robotique, mais il y a l'IA aussi derrière, qui amène aussi des possibilités grandissantes sur l'association de choses mécaniques et de choses liées à l'animal, donc de prendre des pseudo-décisions, en tout cas des arbres de décision, par rapport à une analyse d'image en live. Et là, sur la gestion des couverts, que ce soit en vigne, et là, il y a plein de choses à faire en vigne, on le sait, ou en grande culture, par rapport à un désherbage plus précis, plus ciblé, en vigne, pour un entretien plutôt de l'enherbement, parce que c'est ça qu'on prône en vigne aujourd'hui. Il y a des choses hyper intelligentes à faire sans augmenter obligatoirement le travail de l'agriculteur ou des viticulteurs, parce que c'est ça qu'il veut éviter. Après, le coût, je ne sais pas, parce que ces robots, j'imagine qu'ils ont un coût, mais après, bon, c'est peut-être des choses qui peuvent être partagées, subventionnées, donc faut déjà voir, mais c'est clair que dans la notion de couverture végétale, il y a des choses avec des logiciels qui sont en train de se développer, comme PlantNet, comme Canopé aussi pour des analyses de couverture, mais on les utilise de façon un peu dématérialisée, mais c'est du numérique. On pourrait les embarquer sur des systèmes robotisés. Ils sont en train de se nourrir, notamment du projet Ecovitisol, avec toutes les couvertures végétales qu'on analyse sur plus de 600 parcelles. Il y a des logiciels numériques de couverture, d'analyse de couverture couplés à des robots qui se baladent dans les interrants
ou dans les champs de grande culture qu'on pourrait imaginer. Et c'est pas de la science-fiction. C'est pas, je pense qu'on a les moyens et les données aujourd'hui, parce qu'il faut des données derrière tout ça. Il faut des bases de données de couverture, de reconnaissance, d'analyse de la plante, du pourcentage de couverture à entretenir aussi. Parce qu'en vigne, on dit il faut couvrir, il faut bien couvrir, mais quand c'est trop couvert, il y a une réserve hydrique qui est en compétition. Et donc, il faut peut-être maintenir une certaine couverture, mais pas trop. Il y a plein de choses à développer en fonction des climats. Le climat méditerranéen, c'est pas la même chose que le climat océanique pour la gestion de la couverture. En fonction des sols, c'est pas les mêmes plans. Enfin, là, je mets beaucoup de brouillon dans ce qu'on dit, mais je pense qu'il y a toute une émulsion d'idées qui peut prendre part pour la robotique, en fait. Oui, c'est sûr. Merci. Alors, on va laisser la parole rapidement aux autres questions parce qu'après, on va creuser toutes ces questions-là dans notre seconde partie de session de travail. Frédéric, vous avez levé la main. Oui, bonjour à tous. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Je pense que du coup, effectivement, c'est intéressant d'avoir des outils ou des robots avec des actions un petit peu ciblées qui vont permettre d'identifier et de traiter chacun des problèmes de façon intelligente. Ma question, qui était une question un peu de néophyte, vous avez parlé des campagnols, par exemple, tout à l'heure. Quand on dit augmenter la diversité, c'est forcément bien. Est-ce qu'il n'y a pas des espèces ou des choses qu'on n'a pas forcément envie d'avoir et qui pourraient bénéficier aussi de ce terrain fertile, en fait? Alors, les deux parasites qu'on ne maîtrise pas bien, c'est le campagnol et c'est la limace. Mais en fait, c'est pas vraiment un problème. C'est surtout, ça dépend des régions. Chez nous, chez moi en l'occurrence, sur la limace, au début de l'agriculture de conservation des sols, j'ai eu du problème de limace. Et en fait, dès qu'il y a des carabes qui s'installent, des populations de carabes, ce problème est résolu. Alors, il faut rester vigilant parce qu'il peut y avoir des conditions climatiques qui vont faire que d'un seul coup, il y a à nouveau un pic de limace. Il y en a eu un il y a 2 ans chez tout le monde, les conventionnels, les bio, tout le monde a eu de la limace. Mais sur le principe, justement, favoriser la diversité va aussi favoriser ce que je parlais, des auxiliaires, des prédateurs. Sur le campagnol, encore une fois, chez moi aussi, ça a été résolu. Ça a été résolu comment ? Je pense par l'augmentation de toute la population. Alors, j'ai la chance d'être entouré de bois, comme vous avez pu le voir sur la première photo. Donc, l'augmentation de la population de rapaces, je pense également, essentiellement, je pense. Mais dans certaines régions, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que j'en ai parlé, parce que c'est en effet une des réponses, un des problèmes de l'agriculture de conservation des sols, c'est cette non-maîtrise, alors cette fois-ci, de la diversité excessive. D'accord. On parlait, Lionel évoquait à l'instant les questions, alors je ne sais sûrement pas les bons mots, mais les questions de moisissure qui peuvent se développer quand on a trop de couverts. Alors, c'est des choses qui peuvent être problématiques. Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est-à-dire que moi, sur mes couverts, en tout cas, mes couverts, quand ils sont détruits, ils sont mangés par la vie du sol. Et au printemps, on ne voit plus du tout qu'il y avait des couverts avant. Par contre, c'est vrai que si vous avez trop de mulch, par exemple, si vous faites des systèmes BRF un peu trop abusifs, vous allez avoir des moisissures blanches qui vont se développer et une sorte d'eutrophisation du système et une asphyxie, c'est-à-dire mettre des amendements organiques trop importants au-dessus. Moi, j'ai vu des systèmes viticoles dans le Val-de-Loire où le viticulteur faisait sa production de miscanthus et il mettait 20 cm de miscanthus broyés dans ses interrants et dessous, c'était plein de moisissures et complètement asphyxié sans faune, alors que le paillage d'à côté de blé de 1 ou 2 cm était plein de faune du sol. Et en fait, comme le dit Diane, avec ses observations, quand on augmente la biodiversité, il faut augmenter toute la biodiversité. Pourquoi ? Parce que la biodiversité, elle va entraîner des régulations. C'est-à-dire vous aurez des parasites, vous aurez des auxiliaires, et ça va, elle a dit, les limaces arrivent, et puis après les carabes arrivent, et ça se régule automatiquement. Il ne faut pas augmenter un petit bout de la biodiversité en essayant de cibler, et on ne sait jamais celle qui nous intéresse, parce qu'on ne va pas avoir de régulation, on ne va pas avoir d'équilibre. Et les maladies, quand elles explosent, c'est que justement, on a un déséquilibre. Parce qu'on a un pathogène qui prend le pas sur un autre. C'est le cas du mildiou en vigne. On n'a jamais étudié son écologie dans le sol, alors qu'il a un cycle dans le sol. Or, on pourrait combattre déjà à ce niveau-là avant de le traiter de façon curative. Donc, il y a des travaux de recherche qui sont en train de regarder l'écologie. Donc, la biodiversité, c'est intéressant parce qu'elle fait de la régulation et elle empêche normalement toutes les populations de devenir invasives, bien équilibrées. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans un système vivant. Un système vivant, c'est un système qui va s'équilibrer. Et ça, il faut pas l'oublier.
Donc, il faut faire confiance. Et je parle des campagnols, mais il faut faire confiance aux vivants. C'est-à-dire, typiquement par rapport à un changement climatique, il y a des gens qui vont vous vendre des poudres stimulantes du sol. Non, donnez à manger au sol, donnez-lui de la matière organique et le sol va s'adapter au changement climatique. Parce que, en effet, tous les jours, il voit bien qu'il y a un changement. On a, tout à l'heure, Lionel a employé l'expression la plasticité génétique. On a une plasticité qui fait que le sol va s'adapter aux conditions dans lesquelles il est. Et ça, ne vous inquiétez pas de la biodiversité du sol pour les changements climatiques. Ça, il n'y aura pas de souci de ce côté-là, directement. Après, par la plante. Mais... Et voilà, donc c'est très étonnant de dire aux gens, nourrissez votre sol et faites-lui confiance. Ce n'est pas forcément ce que les gens aiment entendre. Ils aiment bien entendre, mettez ci, faites ça, et vous verrez, ça marchera. Parce qu'en agronomie, on aime toujours ajouter des intrants, et puis il y a des marchés qui se développent autour de ces ajouts stimulants, etc. Donc voilà, il y a tout un contexte qui fait que dans l'agroécologie, il faut à tout prix rajouter des micro-organismes dans le sol. Non, réhabiliter, stimuler vos micro-organismes indigènes avec votre matière organique de résidus ou des apports, mais n'en rajoutez pas. L'effet barrière joue son rôle, elles ne vont pas s'implanter. Donc il n'y a pas de nécessité à rajouter des micro-organismes, il faut juste stimuler ceux que vous avez déjà. On est d'accord, vous avez compris. Ce que je vous propose, Christophe, est-ce que je vous propose de garder peut-être votre question pour la partie suivante, puisque Christophe reste avec nous sur le temps de session de travail. On va basculer donc les personnes, nos intervenants et les personnes du groupe de travail robotique et agroécologie pour un temps d'échange spécifique autour de la robotique. On remercie tous ceux qui se sont joints à nous pour cet échange et on espère que vous avez trouvé ça très intéressant et je n'en doute pas. Donc, vous inquiétez pas, ça va se faire tout seul. Juste préciser que pour les autres personnes, on aura un prochain webinaire le 16 juin, donc pour dire les dates, et vous pouvez vous inscrire dans les prochains jours dans la thématique sera la régulation biologique et avec une approche prophylactique. Donc voilà, ce sera le thème du webinaire en juin. Pour ça, et donc je bascule pour les petits groupes. Voilà, donc ça va se faire tout seul. On se retrouve tout de suite. Il faut accepter, Vous aurez une petite icône et vous acceptez juste le passage dans une session particulière.